Rudy est un surdoué, un enfant hyper actif. À mon époque, c'était compliqué de comprendre cette envie de faire beaucoup de choses à la fois, ce manque de concentration. J'ai jamais été premier des classes. C'est un long parcours du combattant et rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Pas une seconde, je me suis envisagé être entrepreneur. On t'a vu beaucoup sur les réseaux, dans les médias, à la télé. Nous, on a toujours baigné dans cette culture de la street food. On part en vacances quotidiennement avec mes frères. Quand on va au pays, que ce soit aux Antilles, quand on soit en Afrique, au Cameroun, pour manger la street food, c'est des choses qu'on ne parle quasiment pas en France, mais c'est pas que l'Asie, parce que la Thaïlande. Et le développement dans toute la France. Justement, la deuxième chose sur laquelle on doit finir d'échanger, c'est est-ce qu'on va aller sur de la franchise. Et on a une vingtaine de salariés, et on est assez content, mais on s'aperçoit que plus on en a, et plus ça devient compliqué. Rudy, merci de venir dans notre podcast aujourd'hui. Vrai reconnaît vrai. On t'a invité dans ce podcast parce que on a vu toute la hype qu'il y avait autour de toi et de ce que vous proposez, toi et ton frère. Tu vas nous en parler. On est content de te recevoir parce que on sait que ton histoire va inspirer plein de gens qui sont à la recherche de projets entrepreneuriaux. Et on a eu, il n'y a pas très longtemps, Hakim Benotman, qui lui aussi est dans la food. Tu vas être le second qu'on va présenter. Et donc voilà, merci encore une fois d'être venu. Merci de m'inviter. Déjà, ça fait très très plaisir, mais une heure, je sais pas, ça va suffire tellement il y a des choses à dire. Je sais. On va essayer de respecter le timing. En tout cas, voilà, nous, on est content d'être là dans ce projet qui démarre. Ouais, Et ouais, de voir merci, que vous hein. avez pensé à nous, ça nous fait très plaisir. On a beaucoup de choses à Bah alors, voir. pour t'expliquer un petit peu le podcast, la thématique, c'est de dire vraiment, on prend des gens qui sont partis de zéro et qui vraiment se sont fait eux-mêmes. Donc, tu en fais partie. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que durant, en tout cas, cette heure d'échange, n'hésite pas à rentrer dans les détails, n'hésite pas à nous donner des tips, des astuces sur l'entrepreneuriat, sur tes échecs, sur ce que tu as vécu. D'accord ? Avec grand plaisir. J'ai hâte de commencer. Alors, allons-y. Alors, on va parler directement, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu viens d'où ? T'as grandi où ? Ta fratrie, à l'école, t'étais comment ? On va commencer par d'où je viens. Alors moi, je suis le plus jeune d'une fratrie. On est 4 garçons. On a grandi à Val-au-Fourtenay, Ok. en 94. Bon, après, on est une famille de restaurateurs. Mes parents sont dans la cuisine, donc mon père est cuisinier, ma mère est pâtissière et mes frères sont cuisiniers et pâtissiers. Donc on est déjà une famille qui est issue qui aime la bonne nourriture. On a après chacun a suivi un peu ses classes, des parcours différents. Mais on avait tous ce même rêve un jour de travailler ensemble. Enfin, surtout ma mère qui rêvait de voir. Je sais pas si tu connais Dallas. Ouais, Et, bien sûr. Ma mère, son Bien rêve, c'est sûr. qu'on ait un ranch, qu'on travaille tous ensemble. Et du coup, c'est un truc qui nous a resté. Et j'avoue que les choses ont énormément évolué. Nous, il faut savoir qu'aujourd'hui, cette année, ça fait 10 ans. 10 ans qu'on a lancé New Soul Food. Pour nous, c'était un gros objectif. Parce que 10 ans avant, impossible de s'imaginer que cette histoire, elle serait ici. Ok. Il y a tellement à dire sur ce projet parce qu'en fait, il est né, comme beaucoup de projets, d'un constat, mais surtout d'une envie de mettre en avant et de rassembler La famille. la famille, mais les cuisines noires, parce qu'en fait, on est moitié Cameroun, moitié Guadeloupe. Donc, Ok. quand on était jeunes, pour certains, on était des Antillais, pour d'autres, on était des Africains. En fait, grosso modo, Ah ouais, c'est compliqué de rassembler mais tout le monde. C'est les afro-descendants, on est Voilà. tous frères. Donc, Mais aujourd'hui, c'est plus facile de voir les choses comme ça. Ouais. Mais à une époque, je sais que voilà, aujourd'hui, on a compris qu'on était plus forts ensemble. En tout cas, sûr. la nourriture permet de donner cette force, car on mange tous un peu les mêmes choses, un peu différemment. On a tous mangé chez un ami à nous d'une origine différente et ça n'a jamais posé de problème. Mais quand on parle de nourriture, on sait que dans certains restaurants, quand on voit les commentaires, suivant ce que vous faites, c'est très compliqué parce que ah non, mais chez moi, je mange comme ça, donc c'est pas normal que ce m'a fait soit comme ci, comme ça. Enfin, on a un rapport avec la nourriture très fort, Ah, oui. voire trop fort, sentimental. Et on pense que nos parents sont chefs, mais en fait, si ce que je fais n'est pas comme ta mère, est-ce que c'est peut-être ta mère qui fait pas la même chose? Enfin, tu vois, le débat peut être très Alors, grand. dis-moi un petit peu, quels sont les plats que tu as découverts qui t'ont fait avoir cette envie de proposer et de créer ces restaurants
dans ton enfance. Et puis raconte-nous aussi, Rudy, il était comment à l'école, dans son parcours Alors, d'adolescent, de jeune, pour en alors, arriver où on en est oui. aujourd'hui. J'ai Alors, besoin de savoir non, ça, non, non, moi. c'est vrai, je suis parti sur autre chose, mais c'est très important. Alors, on le dit, et comment dire, pour certains, est un surdoué, et pour d'autres, est un enfant hyper actif. Donc moi, à mon époque, c'était compliqué de comprendre en fait cette envie de faire beaucoup de choses à la fois, cette envie de- enfin, ce manque de concentration. J'ai jamais été le premier des classes. Ok. Bon, à cause de ma mère aussi, parce que quand le midi, je mangeais à la maison, je dormais en classe l'après-midi, tellement j'avais bien mangé. Voilà, ça c'était un problème. Et à cause du radiateur, c'était ma place favorite. Mais surtout, voilà, j'avais besoin de me trouver et j'avais envie de faire comme mon père qui était cuisinier, comme mes frères. Donc en fait, pour moi, à l'école, c'était entre guillemets une perte de temps. Mes frères ont travaillé très tôt. Tu as fait un parcours du coup dans BEP, Alors, j'ai fait cuisine voilà, non, exactement, j'ai fait un apprentissage classique. Et là, voilà, j'étais fait partie des premiers. On ne peut pas dire le premier. Et mais j'étais tellement passionné que du coup, on se demandait mais pourquoi en fait on l'a pas écouté plus tôt. Mais c'était difficile quand tu as une maman qui a son petit dernier, elle veut le voir médecin, elle veut le voir docteur, elle veut le voir. Écoute, D'accord. maman, comment t'expliquer que en fait une passion est là en moi et que en fait il faut me laisser aller là-dedans et c'est ce que ma mère a compris très vite. Mais au début, voilà, j'étais Et toi, tu savais à quel âge ça? ah non, mais moi, j'étais au collège en fait, on cuisinait tout le temps à la maison. C'est-à-dire, en fait, on se battait à Noël, on se battait, enfin, tout le monde voulait cuisiner et tout le monde être le meilleur pour être bien vu auprès de maman. Donc, en fait, très petit, en fait, alors, vous n'avez peut-être pas connu ça, mais il y avait un dessin animé qui s'appelait Le Petit Chef, D'accord. un dessin animé japonais. C'était D'accord. notre dessin animé préféré. Donc, en fait, à chaque Ça me fois dit que, quelque chose, ça me dit quelque ah bah en chose. tout cas, les anciens s'en souviendront, c'est sur Ouais. la 5, hein, la cinquième, mais bon, c'est très très vieux. Très très Donc vieux. en fait, voilà, c'était un peu notre fil conducteur. On adorait, enfin, ma mère travaillait, donc on était très vite seul à la maison. Donc quand t'as que des bonhommes à la maison, bah tu rentres en Donc que cuisine des très vite. garçons. Ouais, ouais. Et du coup, Et donc que des garçons qui font à manger. Du coup, vous ouais, cassez ouais. un petit peu les codes parce que souvent on pense que dans les familles, ceux qui font à manger, c'est souvent les filles, c'est souvent les femmes. Et là, en fait, vous êtes combien de garçons? 4 garçons. 4 garçons et tous, vous aimez Ouais. cuisiner. Alors, on est vous 3 aimez. réellement dans la cuisine et pâtisserie, et le plus grand dans la comptabilité, parce que heureusement il fallait un mec qui compte l'argent qui rentre. Mais à la base, ouais, on était tous très attachés en fait à la nourriture. Ok. Et c'est vrai que bon, mes camarades comprenaient pas, parce que étant petit, un truc qui revenait toujours, c'était le poulet de ma mère. Le poulet, en fait, ma mère avait un poulet frit. Et en fait, chaque anniversaire, en fait, c'était le poulet qui était là en place. Et c'est vrai que quand on voyait 20 ans plus tard, on voyait des anciens amis à nous qui disaient en fait, ta mère va bien, oui, et son poulet. Tout Le le monde parlait poulet, du poulet. le poulet Ouais. de Voilà. de la maman du quartier Exactement. C'était, qui cartonnait. et c'est là où un de mes grands frères disait à chaque fois, mais pourquoi on n'exploite pas cette histoire de poulet et tout? Sauf que écoutez, non, si on le fait, on va le faire comme on fait quand on va en vacances au pays. C'est-à-dire que c'est braisé, c'est vraiment que au charbon de bois. Et c'est encore meilleur que ce que nous faisait notre mère qui était à la friture, qui était très bon, mais qui était le poulet qu'elle pouvait faire dans les conditions du moment. Et on s'est dit, bah tiens, les épices, les marinades, parce qu'en fait, chez nous, poivre de Penja, enfin, les condiments qu'elle mettait dedans, là, c'est comme si Du coup, c'était la maman, messe avant. elle est Quoi. guadeloupéenne ou elle est Ma mère, camerounaise? du Cameroun. Du Cameroun. Ah, maman Et camerounaise. du coup, ce poulet était dès le départ quelque chose qui allait devoir nous permettre de lancer un projet qui du coup a une histoire parce que ça a bercé notre enfance et surtout tous les anniversaires. Je ne connais pas un de mes amis qui ne peut pas me parler du poulet aujourd'hui. C'est pas possible. Aujourd'hui, il y en a même qui rigole en venant et fait ouais, mais ça c'est grâce à votre mère. Vous le dites aux gens. Et c'est pour ça qu'en fait, dans tout ce qu'on a fait, on a l'image de ma mère qui est sur le restaurant, sur le camion. On a toujours graffé en fait l'empreinte et l'histoire de la New Food avec ses origines. Et ses origines, c'est des jeunes, des enfants qui ont reproduit un élément bien spécifique qui était à la base le poulet, mais le poisson braisé, parce que le poisson braisé à la camerounaise Il est reste le excellent, numéro on est 1. d'accord. Attention. Mais alors, dis quoi, avant de parler de nourriture, parce que là, tu es déjà dedans. Donc, toi, tu sors de l'école. Ouais. Est-ce que tu te dis, je vais rentrer dans un restaurant pour découvrir les techniques? Est-ce que tu lances directement ton activité? Est-ce que tu fais des petits boulots parce que tu as besoin aussi de gagner de l'argent?
Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est passé? Très bonne question, parce qu'en fait, là, on voit le résultat, mais un long parcours du combattant et rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Pas une seconde, je me suis envisagé et voulu être entrepreneur. Ok. Mais carrément pas, en fait. Moi, il faut savoir que dès que j'ai eu mes diplômes, en fait, à la base, j'ai commencé dans les restaurants étoilés. Donc, j'avais des étoiles plein les yeux et j'étais persuadé de faire Comment la tu rentres gastronomie. dans ce Alors, restaurant la étoilé? chance, en fait, au culot, c'est-à-dire qu'à la base, alors, la vraie première histoire est due en fait à un premier maître d'apprentissage qui est décédé lors de mon apprentissage, mais surtout qui m'a marqué par rapport à une chose bon, que j'ai rarement parlé parce que c'était vraiment c'était du racisme en fait, mais que j'ai vécu d'une drôle de manière. J'étais lors d'un service, j'étais un gamin, j'avais même pas 16 ans, et je fais tomber un dessert, et du coup, le boss téléphone en bas en pâtisserie, demande mais Rudy, où est-ce que le dessert? Je dis écoute, j'ai fait tomber, et là, il commence à crier en me disant ouais, ça nègre et tout, et ce jour-là, Ok. j'ai découvert une réalité qui était de Dans le dire ok, milieu de la food, c'est un ouais, peu comme ouais, ça? bah, dans le milieu de Non. la food, attention, je veux dire, à mon époque, dans le restaurant, il faut savoir que dans les restaurants gastronomiques, c'est souvent des gens qui viennent des campagnes, qui viennent à Paris pour faire des belles choses. Donc en fait, la mentalité déjà n'est pas la même que la mentalité parisienne. Donc moi, je me rappelle toujours que tous mes collègues étaient choqués et ils étaient plus choqués que moi en fait. Ce jour-là, on ne m'a jamais préparé à ce genre de remarques. Quand j'ai 15 ans, le racisme, ça n'existe pas dans ma tête. Bien sûr. Aujourd'hui, quand Tu as grandi dans un quartier oui, bien sûr, multiculturel. en fait, mais Le racisme, on le voit à la télé, on le voit dans les films américains, on le voit pas obligatoirement dans notre quotidien. En tout cas, je sais pas si t'es né alors, dans les années 80. en tout cas, à 15 ans, waouh, c'est un calcul T'es né dur. dans les années 80? Avant. Ah non? 10 ans. Avant? Non, mais D'accord. à 2 ans près, avant. Ok, voilà. Mais bon. 78. Oui, non, en fait, Ouais. on est de la même génération. Tout ça pour te dire que, effectivement, on vit un peu tardivement. Je dis un peu tardivement. Il faut pas le vivre, hein. En tout cas, moi, pareil, un peu comme toi, c'est dans l'adolescence que j'ai commencé à sentir ces remarques ou ces actes racistes. Et, et on essaye de se dire on va faire sans, on va se battre contre ça. Et c'est vrai que on n'est pas préparé, même si on nous en on parle en famille, Ah, même mais si on nous en parle un petit peu, on n'est pas préparé. alors, moi, on n'a clairement jamais parlé parce qu'en fait, chez nous, c'est pas que c'est tabou, c'est que ça n'existe pas. C'était en fait des éléments dans tout mon parcours professionnel qui sont venus, mais de manière en fait maladroite. C'est qu'en fait, ce jour-là, j'ai pas compris parce qu'en fait, cette personne était tellement bienveillante et tellement enfin, amicale. Et, enfin, j'ai rien à dire d'autre que cet aspect-là en fait de racisme dans son comportement. Et pour te dire, sa maîtresse était une noire, tu vois, pour dire, D'accord, ok, ok. sa maîtresse tout le temps. Donc limite, je comprenais pas. Mais à cet âge-là, bon voilà, j'ai commencé à comprendre que je rentrais dans un univers où en fait les seuls noirs qu'on voit en cuisine, ils sont à la plonge. Et c'est-à-dire Ok. que moi, à mon époque, les noirs, c'était uniquement des plongeurs. Et j'ai eu des retours de plongeurs qui étaient tellement fiers de me voir dans des cuisines, parce que pour eux, ils disaient, mais attendez, waouh, bravo, courage. Et c'est eux qui m'ont encouragé. C'est hallucinant. Je peux te raconter des histoires qui m'est arrivées en cuisine. À bien comprendre, j'ai fait que des restaurants étoilés pendant mon adolescence. Quand j'ai eu mon diplôme, je suis parti à l'étranger directement. Je suis parti travailler à Londres. Donc c'était un restaurant étoilé, le Gavroche, donc le premier grand restaurant étoilé des Royaumes-Unis. Et Ok. donc là, j'avais 17 ans. Et j'ai monté très vite, où je suis passé chef au bout de 6 mois, parce qu'en fait là-bas, c'est la mentalité anglo-saxon. Plus tu fais des heures, plus tu travailles, plus tu es méritant. Ok. Ouais, Donc, donc enfin, le donc jour. tu passes chef parce que tu bosses beaucoup Ah, et aussi la qualité. parce qu'il y a une opportunité. Une opportunité, c'est que le chef partait. Ok. Et qu'en fait, moi, ils m'ont mis en essai pour voir si je pouvais faire l'affaire, et j'ai su faire l'affaire. Donc c'est d'abord cette opportunité qui m'a permis de prendre ce poste. Mais quand j'ai décidé de revenir en France, parce qu'à l'époque il y avait l'armée, bah, je suis revenu à la case départ, c'est-à-dire commis, enfin. Et là, j'ai vite compris que bon, en France, c'est pas comme à l'étranger. Quand tu es à Londres, on s'en fout de savoir quelle couleur t'es, d'où tu viens. C'est le travail qui compte. Bien En sûr. France, c'est où est-ce que tu as travaillé. Enfin, D'où faut tu être, viens, voilà, faut être qui sont validé. tes parents, faut être validé, ouais, Et effectivement. au-delà de la couleur de peau, j'ai des problèmes. Bah, je viens de banlieue. Ouais. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui viennent beaucoup de régions de la France. On m'a reproché de dire, mais toi, gars de banlieue, qu'est-ce que tu fais ici?
mais je parle de genre un chef, tu vois, quelqu'un qui aujourd'hui, je dis pas non parce que Ouais, bien c'est sûr, une c'est vrai. star, non mais c'est une star de la pâtisserie, mais c'est des sortes de phrases que moi j'ai vécues. Bref, on va aller sur un sujet pour Ouais, garder non, le mais c'est meilleur. c'est intéressant quand même Mais voilà, c'est juste de pour dire qu'en l'ouvrir parce fait, que c'est un milieu qui est peu connu. Et puis surtout, tu l'as vécu à une époque où les gens comme toi ont ouvert finalement la voie à d'autres. Et donc, c'est bien de comprendre bah, que bah, tu justement, as essuyé les plâtres pour tous les jeunes et qui se surtout, retrouvent dans ces restaurants maintenant aujourd'hui. ça permet de t'expliquer pourquoi je suis venu à ce que je fais en termes de cuisine, parce que moi, j'ai jamais rêvé de faire la cuisine noire dans un premier temps, parce que je voulais tellement rendre fiers mes parents que je disais, attends, ok, la cuisine, c'est pour vous, c'est bien, mais vous connaissez, mais je vais vous emmener au summum. Donc en fait, plus j'ai eu en fait à découvrir en fait ce monde de la cuisine, plus j'ai compris qu'en fait les camarades avec qui je travaillais avaient tous cette histoire, cette légitimité de dire ma grand-mère faisait ci, mon père faisait ça, parce que eux étaient originaires du terroir français. Ouais. Et c'est vrai que c'est là que je me sentais plus à ma place. Où en fait, quand on parlait de cuisine, c'est quand il y a les fruits exotiques, on dit Rudy, viens voir, t'en penses quoi là? Est-ce que c'est la banane elle est bien, la mangue Mais vous voyez, c'était l'image de toi, ta spécialité, C'est c'est ça. les fruits exotiques. Hmm. Et en fait, c'est comme ça que j'ai compris qu'à un moment donné, en fait, je ne pourrais pas m'épanouir dans la cuisine, donc je suis passé en pâtisserie, parce qu'en pâtisserie, il y a beaucoup plus de fruits, donc du coup, j'étais plus à l'aise. Et je me suis dit, mais en fait, non, mais à un moment donné, si je veux avoir l'opportunité de m'épanouir, il faut que je lance un projet autour de la cuisine noire, où là, en fait, je serais légitime aux yeux de tous, et je pourrais arriver à, du coup, rassembler autour d'une cuisine qui me ressemble. Ok, génial. Du coup, ça a été le déclic de te dire, en fait, moi, j'ai conscience il y a un vrai besoin. Et donc, ce besoin-là, je vais je vais y répondre avec un food truck. Et on va en parler, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Parce que on t'a vu beaucoup sur les réseaux, beaucoup aussi dans les médias traditionnels, à la télé, sur Énergie 12, sur M6, sur France Télévisions, et j'en oublie d'autres, sûrement, Ouais, ouais. et sûrement. Et parce que vous êtes arrivé avec une espèce de fraîcheur, toi et tes frères. Et moi, j'aimerais comprendre comment, tu nous as expliqué le déclic, comment vous vous lancez et comment vous le faites. Comment ça se passe? C'est-à-dire, tu sors des cuisines étoilées et tu te dis, je vais lancer. C'est ça, hein, si je comprends bien. Alors, entre-temps, j'étais parti travailler en Afrique, Ok. en Côte d'Ivoire, et c'était un des déclics supplémentaires. C'est-à-dire qu'en fait, quand je voulais manger dans le restaurant Hype en Côte d'Ivoire, on m'a mis dans un restaurant où je mangeais la salade niçoise et des choses qui n'avaient rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Et là, je dis, ah ouais, ok. Il y a un vrai travail en fait à faire, mais ce travail-là, il doit être fait d'abord en France parce qu'en fait, quand tu vas en Afrique, si t'es pas entre guillemets connu en France, en fait, t'es qui pour prétendre C'est vrai. nous inculquer des choses. Donc là, j'ai vite compris que il fallait apprendre et m'inspirer de ce que j'allais côtoyer, vivre au quotidien en Côte d'Ivoire et le bonifier à ma manière en France. Donc quand je suis arrivé en France, j'ai été recruté dans un poste qui m'a énormément aidé aujourd'hui dans ce que je fais. J'étais responsable innovation pour la marque Häagen-Dazs. Donc c'est Ok. vraiment un poste qui m'a énormément apporté parce que je travaille avec le service marketing et en fait j'ai appris à travailler différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut avoir la meilleure cuisine du monde, on peut être le meilleur chef du monde, mais il faut apprendre à communiquer, il faut apprendre à travailler toute la partie marketing. Et quand je travaillais avec ces 8 femmes marketing, quand j'avais un projet, je comprenais vite qu'en fait, au-delà de la recette, il fallait autre chose. Donc ça m'a énormément servi pour travailler sur le concept que j'allais mettre en place en me disant, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire, quelle est ta cible et qu'est-ce que tu veux leur raconter. Ok. Donc ça, c'est un truc que j'avais vraiment... T'as compris le concept du storytelling à exactement. cette En fait, époque-là. aujourd'hui, quand on travaille sur un projet, il fallait que j'emmène plus qu'une recette, il fallait que j'explique pourquoi, la provenance, enfin, tout mon cheminement. Et quand je travaille avec les designers, parce que tous les ans je travaille l'hiver sur un gâteau très designé pour les fêtes de Noël, ben, je devais du coup travailler sur l'histoire du monsieur avec qui je travaillais et créer un gâteau qui correspond en fait à l'image de la marque Häagen-Dazs et à la collaboration avec cette personnalité. Et là j'ai compris qu'en fait, ok, lancer un projet, c'est un travail qui se fait en amont.
Ok. C'est-à-dire pas ouvrir un restaurant, en tout cas un concept, en se disant juste je vais faire le meilleur poulet brisé de Paris et ça va plaire. Donc c'était D'accord. ça. Donc après, je ne savais pas comment j'allais faire. Donc le food truck est arrivé par rapport à une mode qui venait de commencer un peu à Paris. Et j'étais à faire le tour. Et j'ai vu certaines choses qui cartonnaient. Et quand on vient, nous, de la restauration, qu'on voit que la majorité des gens qui sont des food trucks sont des gens qui sont improvisés food truckers et cuisinés. Et certains font des très bonnes choses et d'autres moyennes. Et tu t'aperçois qu'en fait, ouais, il y a une autoroute, quoi. Parce qu'en fait, moi, j'ai cette expertise que beaucoup n'ont pas. Et Ok. aujourd'hui, la seule contrainte, c'est T'es de un le vrai mettre, cuisinier. voilà, c'est de le mettre dans un camion et d'y apporter juste ce qu'il y a de plus authentique. Donc c'est là où en fait j'ai dû convaincre mes frères et j'ai dû travailler chez moi et aller frapper à la porte, mettre les échantillons à mes frères, à ma mère, enfin faire valider toutes les recettes pour ensuite se dire ok on va lancer ce projet dans un food truck qui va nous permettre d'être itinérant et d'aller à la rencontre des clients. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un food truck a cet avantage, en tout cas surtout à l'époque, il n'y avait pas autant d'Instagram et autres, de pouvoir du coup être une publicité ambulante et surtout, on va rentrer plus difficilement dans un restaurant africain ou autre parce qu'en fait, si on ne connaît pas, on ne rentre pas. D'accord. Ok, Alors ouais. qu'un food Ouais, truck, ouais, on ouais. passe devant, il y a des odeurs, on peut s'approcher facilement et du coup, on peut aller goûter, tester. Et du coup, pour moi, c'était la recette miracle. Ok, alors, si je comprends bien, tu es passé de la pâtisserie à la restauration, euh, entrée, plat, dessert, alors qu'à la base, c'était très focus pâtisserie, si je comprends bien, avec Agendas et aussi les restaurants étoilés. Tu étais plutôt dans ce monde-là. Euh, c'est compliqué, c'est rapide, c'est facile. Comment... Bah, en fait, j'ai un parcours à la base qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais qui m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, nous, on a toujours baigné dans cette culture de la street food. On part en vacances quotidiennement avec mon frère, mes frères. Quand on va au pays, que ce soit aux Antilles, quand on soit en Afrique, au Cameroun, manger dehors, manger la street food. Enfin, c'est des choses qu'on ne parle quasiment pas en France, mais c'est pas que l'Asie en fait, il n'y a pas que la Thaïlande qui cuisine dans la rue, Ouais, c'est dans tous les pays chauds. Et pour nous, ça faisait partie en fait des choses qu'on mange quotidiennement et qu'on voit tous les jours. Sauf qu'aujourd'hui, ici, quand nous on veut voir un peu ce qui se passe, on voit qu'il n'y a rien dans ce genre de cuisine. Il y alors a c'est des aussi, je t'interromps, mais c'est aussi parce que il fait pas beau toute l'année. Et donc, c'est vrai que souvent, moi où je vis, à Saint-Denis, on voit autour des ronds-points, des fois, ouais. des petites cases qui se préparent et des gens qui vendent du poulet ou encore des petits food trucks qui se lancent parce que c'est une période un peu estivale. Et c'est vrai que dans les autres pays, plutôt du sud, il fait beau quasiment tout le temps. Mhm. Et ça fait partie même du folklore de t'arrêter à un rond-point, de t'arrêter au bord d'une rue et de manger des fois des choses qui sont de qualité, c'est qui est même Bien sûr, surprenante même. mais en Thaïlande, il fait chaud, mais combien de restaurants thaïlandais? Vous voyez, ça, c'est un truc où on se met des barrières, mais en fait, faire la street food dans un restaurant, c'est pas impossible. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'aujourd'hui, les restaurants D'accord. thaïlandais, il y en a partout, et pourtant, c'est la cuisine de rue à la base, sur beaucoup de choses, beaucoup de recettes. Donc en fait, moi, ce que je voulais faire comprendre, c'est que tous les restaurants afro qui est à Paris font sur le domaine de restaurants gastronomiques, restaurants. Enfin, oh, moi quand je vais au pays, on mange dans la rue plus Ouais, souvent que à la simplement. maison à table. Mais du coup, personne allait sur ce créneau. Et les food trucks, c'est les premiers à avoir démocratisé la street food. Alors aujourd'hui, juste pendant le Covid, euh, énormément de concepts street food sont apparus. Vous avez vu, le mot street food il est partout. Vous avez des restaurants, c'est marqué partout street food. C'est Mais vrai. c'est devenu hyper tendance. Mais et c'est pour ça que du coup, ça a ouvert des portes à des concepts afro qui du coup peuvent se permettre de... parce qu'en fait, vous parliez tout à l'heure des concurrents. Moi, je pars du principe qu'il y a le fast-food, il y a la restauration traditionnelle et la street food qui est arrivée qui est entre les deux. C'est-à-dire que vous avez la rapidité du fast-food, mais vous avez la qualité des produits de restaurant traditionnel. Vous voyez, donc c'est Ouais, vraiment... mais tu vois, regarde, j'entends ce que tu dis, mais euh, la street food, on le connaissait un petit peu via le monde des kebabs, des grecs, et c'était quand même perçu comme de la street food, ça. Alors, plus comme du fast-food. Aujourd'hui, Ok, c'était ok, les gens mettaient ça au niveau de fast-food. Pourquoi? Parce que c'est que du sandwich entre guillemets. ok. Et du coup,
voilà, fast food, c'était pour les gens sandwich, 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 sandwich. Street food, on ne s'arrête pas forcément sur le sandwich. Il y a souvent des plats élaborés à la minute ou ce genre de choses qui c'est vraiment condensé entre le fast food Le et le restaurant. restaurant traditionnel. Simplement, c'est pas les mêmes codes en termes de service. Vous avez beaucoup de ventes à emporter, vous avez beaucoup d'un un restaurant traditionnel, vous venez, vous asseyez, vous mangez, et vous n'avez pas forcément de choix de prendre des plats à emporter. Donc c'est un peu cette différence. Mais aujourd'hui, il y a des noms qui sont employés, et sincèrement, c'est pas forcément Ok. euh, sur ça. Mais en tout cas, nous, l'idée, c'était de surfer justement sur quelque chose qui était légitime à travers notre food truck, qui nous a permis de développer ce style de cuisine et qui est ancré dans la tête des gens en disant voilà, ah ouais, eux viennent du food truck, ah, eux viennent de la rue, eux viennent de la street food. Alors, nous, tu penses qu'on a vu les choses comme ça. On s'est dit, parce que moi, j'ai vu plutôt, je le Ah, bien dis sûr. honnêtement, comment je vois les choses, comme enfin, on a de la bouffe afro à Oui. disposition. Parce que, faut dire la réalité, il y avait effectivement la bouffe de partout, mais les restaurants africains, afro-caribéens, afro-descendants, ils étaient que sur Paris et ils n'étaient pas accessibles. Tu en avais quelques-uns qui peut-être en province, mais très peu. Alors pour moi, ce qui a fait la vraie différence aussi, c'est on s'est mis à casser un peu les codes. C'est-à-dire qu'en fait, si tu regardez bien les cartes de la majorité des restaurants, vous allez voir le poulet yassa, le tieb, vous allez voir le mafé. Enfin, vous avez toujours ce trio de plats qui sont dans tous les restaurants afro. Hmm. Voilà. Bah, nous, en fait, c'était dès le départ, vous n'aurez pas ce genre de plat chez nous. D'accord. Donc en fait, on a créé nos plats, on a créé nos noms de plats. Ok. Alors, au début, c'était un peu compliqué, mais aujourd'hui, c'est ce qui a fait totalement la différence. On a voulu éduquer notre clientèle, et souvent, c'est ce que je dis souvent aux gens, euh, restez vous-même et éduquez en fait le client à qui vous êtes, à ce que vous faites, et pas le contraire, parce que c'est là où vous allez vous perdre. Et nous, aujourd'hui, quand on a créé par exemple l'afro-subsaharienne, l'afro-péenne ou l'afro-caribéenne, tout ça, ça a une histoire, ça a un sens en fait. C'est-à-dire pour nous, le mot afro, ça, ça rassemble toute une communauté d'afro-descendants. Hmm. Mais pour les gens qui comprennent que quand vous allez manger sur un plat afro-caribéen, pour moi, on parle des Noirs des Caraïbes. Afro-subsahariens, on parle des Noirs d'Afrique, parce que l'Afrique, il y a le Maghreb. Bien L'Afrique, sûr. c'est pas que pour les Noirs, non, mais Bien sûr. pour les gens, l'Afrique, Oui, souvent. un Africain, c'est noir et rien d'autre. C'est le Et lapsus des fois de certaines c'est pour personnes, ça que effectivement. nous, à travers en fait les appellations, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. On voulait pouvoir expliquer aux gens qu'en fait, arrêtez de penser que l'Afrique c'est un pays, c'est un continent, c'est 24 pays. Et donc aujourd'hui, quand nous, C'est le Cameroun, le continent. Hein. voilà, même si c'est. Donc, voilà, donc on a commencé à mettre ce genre de nom. Donc en fait, tous les choses qu'on essaie de créer, l'Afra-Oussa, c'est une ethnie qui est connue justement en Afrique et non pas qu'au Cameroun, parce que justement au niveau des grillades, enfin des choses qui permettent aux gens d'aller plus loin. Et c'est là où du coup ça fait parler beaucoup de nous parce que bah, des gens avaient un autre message. Et pour nous, c'était très important dès le départ de prendre ce risque, mais de l'expliquer. Donc on a mis la vidéo en place dès le début. Moi, au début, je peux vous garantir que Facebook, on a commencé, on a déjà 5000 abonnés, mais c'est pas le Facebook d'aujourd'hui. Hein. Facebook, on a dû travailler des vidéos, j'ai fait des reportages, j'ai financé avec des amis, on est parti au Cameroun pour expliquer la base du projet Nusul Food. Vous allez sur YouTube, vous allez voir un reportage. Alors, attends, avant de rentrer dans le marketing, parce que moi, ça Ah m'intéresse non, la mais partie marketing. Mais au-delà du marketing, c'est une envie d'expliquer. En fait, je pars du principe que quand vous venez avec un nouveau produit, il faut d'abord l'expliquer ok. et pour arriver à ce que les gens y adhèrent. Donc, pour Donc, toi, certains, c'est du ce que marketing. tu dis, toi, c'est que pour pouvoir permettre à la clientèle de découvrir finalement notre culture, notre food, il faut les éduquer. Ah, mais totalement. Je veux dire, aujourd'hui, si on n'avait pas expliqué qui on est, d'où on vient et pourquoi on fait ça, bah, beaucoup en fait seraient perdus. Les gens qui connaissent plus ou moins cette cuisine, c'est assez facile. Mais nous aujourd'hui, ma victoire, c'est qu'au bout de 1 an et demi, on a fait des mariages où il n'y avait pas un seul noir. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait que des blancs. On mettait de la tchéké, la semoule de manioc, un truc qu'il n'y avait pas à Magnifique. l'époque. Enfin, elle était là la victoire, c'est qu'aujourd'hui, quand on nous appelait pour venir dans les entreprises, Mhm. c'était parce qu'il y avait le personnel qui fait les entretiens et compagnie n'était jamais content parce que la nourriture n'était pas adaptée à eux. Donc, un concept noir, on va leur donner à eux, ils vont être contents.
on était appelés. Dans la caricature. Non, mais c'était en fait, ils avaient compris qu'il y avait un besoin pour une certaine clientèle, enfin pour leur staff noir, pour pas dire, faut appeler les mots comme ils sont, et que du coup leur proposer des cassoulets ou autres, à la fête tout le monde se plaignait, personne ne mangeait, donc ils sont rapprochés à ce genre de concept qui n'existait pas forcément, et grâce à cette petite porte où on est rentré, on a fait des fêtes du personnel qui n'avaient rien à voir avec le Bien côté sûr. afro. Et du coup, on fait découvrir la food afro, un peu comme la food asiatique, la food italienne. Et on n'est pas dans un truc en se disant, OK, c'est réservé à les afro-descendants, c'est pas Mais, réservé, bien au contraire, on le rend accessible à tous mais et en se totalement. disant, venez découvrir notre culture. Et on n'est pas que... Alors, en off, on parlait un petit peu... moi, je te parlais de... je te posais la question, est-ce que des poulets braisés, par exemple, n'ont pas aussi, finalement, ne sont pas aussi un petit peu dans ce créneau-là parce est-ce qu'ils n'ont pas aussi démocratisé un petit peu l'afro-food Mais pas du tout. La seule chose qui pour moi fait référence à l'afro-food, c'est la fameuse sauce verte et c'est tout. et les alocos, le Et les poulet. alocos, mais si tu vas dans l'Amérique du Sud, moi j'adore la cuisine sud-américaine, mais les alocos ils en mangent dans toutes les sauces, c'est colombien et autres. Si C'est tu pas dis à un faux, c'est Colombien pas que faux. la banane plantain frite est d'Afrique, il va rigoler. Donc en fait, on peut même pas se permettre de dire que nous on dit pas loco chez nous au Cameroun, on dit missolé, hein, très important. Donc que la banane plantain c'est uniquement réservé entre guillemets Aux afros. aux afros, c'est totalement faux. Mais je peux l'entendre qu'aujourd'hui beaucoup surfent sur ça, ça fait vendre. Mais nous justement on essaie d'aller beaucoup plus loin en fait. Ok. Et en fait, quand on faisait souvent la référence du poulet braisé, je me suis dit mais poulet braisé c'est un restaurant qui fait du poulet braisé et autres. Pourquoi vous les mettez dans la catégorie des restaurants africains? Je veux dire, même eux ne communiquent pas sur cet aspect-là et ne m'ont jamais revendiqué l'être. Donc pourquoi vous voulez les cataloguer sur ce créneau-là? Donc pour moi, en fait, il n'y a pas de Non, parce notion que de. c'est quand tu vas manger des bananes plantains, des alocos, du poulet braisé, on se dit, bah voilà, poulet braisé, ça reste un plat quand même qui vient de chez nous. J'ai envie de te dire, c'est des grillades. En fait, aujourd'hui, le poulet rôti, le poulet braisé, enfin, surtout que poulet braisé, attention, nous, on est très exigeants là-dessus. Nous, le poulet, il est braisé au charbon de bois. Donc, si tu parles de chez nous, il faut parler du poulet braisé au charbon de bois. Si Ou le encore poulet est boucané. cuit, s'il est cuit au four, s'il est rôti, voilà. Est-ce Ouais, qu'on peut dire ouais. poulet braisé? Bon, après, pour moi, je viens de dire que c'est une marque. Non, c'est pour mais- expliquer un peu oui, la réflexion mais sur. aujourd'hui, moi je sais que c'était une de mes exigences avec mon frère quand on est passé au poulet, c'est si on prend pas une rôtissoire à charbon pour le faire comme on l'aime et comme on l'a connu étant petit, je veux pas le faire. Je veux pas le faire parce qu'il y a tellement d'endroits, il y a marqué poulet brisé, mais en fait, ça a juste rien à voir. Et il faut savoir une chose, c'est que poulet brisé chez nous, ça veut dire cuit au charbon de bois. En France, poulet braisé, ça ne veut pas dire cuit au charbon de bois. Donc c'est pour ça que c'est une appellation qui peut enduire en erreur. Ok. Mais quand on parle du poulet braisé africaine ou autre, c'est vraiment cuit au charbon. Charbon de bois. Donc, dans ce cas-là, j'ai envie de te demander, t'es-tu renseigné pour savoir si là où tu manges le poulet braisé, le poulet était cuit selon. Non, Voilà. Donc non. aujourd'hui, c'est ce qui fait que pour moi, notre cuisine est souvent ramenée à des choses qui l'éloignent. Et que quand tu vas dire à quelqu'un qui ne connaît pas ces genres de cuisine, tiens, je vais t'en manger africain, du poulet braisé, et que tu l'amènes dans un endroit où en fait on ne respecte pas, pour moi, c'est des choses code. spécifiques, en fait, t'envoies un mauvais message. Donc, Ok, alors, c'est super intéressant. Du coup, ça, c'est l'identité, finalement, c'est l'ADN de la marque New Soul Food. Et c'est comme ça que vous avez pu Exactement. développer et réussir à tous nous toucher parce qu'on apprécie votre food. Dis-nous, comment vous avez travaillé le marketing? Parce que tu as commencé à parler de Facebook et je t'ai bien interrompu. sûr. Parce qu'effectivement, vous êtes aussi réputé, surtout parce que vous avez su créer une communauté, vous avez su créer toute une hype autour de vous. Et puis on vous voit souvent, on parlait de médias traditionnels. Comment tu as fait? Explique-nous, puisque tu nous as dit que tu as grandi dans 94.
T'as fait des allers-retours entre la France, le pays en Côte d'Ivoire, t'es revenu. C'était quoi la stratégie? Alors, tu nous as dit que tu avais quand même une expérience à Gendas avec le marketing. Ouais. Euh, Enfin, alors l'expérience que j'avais, elle est très sommaire, mais ce que je veux dire, c'est que je suis très autodidacte, je suis très, enfin, j'ai toujours envie d'apprendre, toujours envie de comprendre. ok. Et ça, c'est une chose à retenir pour n'importe quel entrepreneur qui veut se lancer. Toujours être dans l'envie de comprendre et d'apprendre. Moi, je partais du principe qu'en fait, il fallait du coup on fasse évoluer les choses. Donc, on allait apporter de nouvelles choses, mais pour ça, il fallait absolument que les gens comprennent d'où ça vient. Et du coup, dès le départ, je me suis dit, j'ai dit à mon frère, mais la vidéo, c'est l'avenir. La vidéo, c'est la chose la plus facile pour expliquer, montrer les choses sans avoir en fait double discours. Donc moi dès le départ, il fallait qu'on montre tout de A à Z, la construction du food truck. Chaque étape de l'évolution du projet était visualisée, était mise en scène pour que les gens comprennent d'où on sort. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont vous dire eux, ils ont commencé comme ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça, connaître notre histoire du début à la fin. Il n'y a pas beaucoup d'enseignes où les gens peuvent Bien arriver sûr. à expliquer d'où les gens sortent et comment ils ont commencé 10 ans après. Vous voyez, donc ça, c'était la chose qui était pour moi la plus importante pour arriver à ce que les gens eux-mêmes, quand je vois des gens qui parlent de nous, ils racontent notre histoire à ma place à d'autres personnes et je suis là, je dis waouh. Ok, Non, mais ok, c'est pour donc, ça qu'on t'invite aussi, parce ouais. qu'on connaît votre histoire. Elle est stylée, pour rien cacher. Ensuite, on se dit, bah, ils ont construit ça en famille. Et donc, ça ajoute aussi à du poids à l'histoire. Et puis, vous avez montré tout. Des situations compliquées aux victoires. Et c'est ce qui est super intéressant. Mais c'est vrai que quand tu me dis que c'est éducatif, moi, je pensais que c'était plutôt une stratégie vraiment volontaire de dire on va créer Non. une Ah, histoire, du storytelling. c'est vrai que ça me fait rigoler parce que j'étais invité à des conférences pour justement parler de tout ça. Alors, j'étais un frère, mais en fait, j'aurais fait quoi? Moi, j'ai rien préparé. Enfin, tout était naturel. Quand je dis naturel, c'est que, par exemple, je n'oublierai jamais, on avait ouvert 3 mois. Il y avait le concours du meilleur food truck de Paris. Et j'étais tellement sûr de moi et ça m'a beaucoup appris parce que j'étais sûr de moi parce que j'étais sûr du produit, j'étais sûr de tellement de choses. Sauf qu'au moment où on a fait le concours, 3 mois après notre ouverture, en fait, au moment où ils vont dire le nom des vainqueurs, en fait, le vote du public et le vote du jury, le jury vient me voir, fait écoute, je ne suis pas en phase avec ce qui va être dit, mais je peux rien y faire. Alors, je dis à mon frère, ça, c'est pas bon. Ils annoncent les 3 gagnants, on n'est même pas dans les 3 derniers. Je dis à mon frère, mais ça, c'est pas normal. Ce côté d'injustice, tout le monde l'a vécu, mais ça ne veut pas dire que j'avais raison, mais pour moi, j'étais sûr et certain que c'était entre guillemets de la magouille. Mais ça m'a appris une chose, c'est qu'aujourd'hui, on doit toujours en faire plus. Et quand tu as compris ça, tu parles plus d'injustice. Tu parles juste qu'en fait, les gens ne sont pas prêts. D'accord. Et c'est à toi de les préparer Ok. à t'accueillir. Et c'est pas une histoire d'injustice ou non. C'est juste que t'arrives comme ça, il y a le burger, la pizza, enfin, il y a tous les trucs de base et tu viens avec ton concept. Tu penses que les gens vont valider en 2 secondes? Non. Chose qui était bien, c'est qu'on a 2 ans C'est maximum. à toi de faire ta place. Exactement. On a 2 ans maximum pour se présenter à ce concours-là. Alors, du coup, moi, je l'ai boycotté la première année. J'ai dit à mon frère, laisse tomber, ils sont pas prêts. Mais j'ai eu ce réflexe stupide de dire non, mais en gros, comme beaucoup, non, mais ils ont rien compris, vas-y, on va faire notre chemin. Mais en fait, j'ai dit non, on peut pas faire ça. On va se présenter encore. On va se présenter parce que si jamais j'arrête là, en fait, je fais comme la plupart des gens, c'est bon, eux, ils y connaissent rien. Et non, c'est à eux que je dois prouver qu'ils ont fait une erreur. On s'est présenté, mais là, c'était plus du tout la même chose. Avant même qu'ils disent, Génial. on savait qu'on avait gagné. Je sais pas si t'imagines. C'était la première fois dans ce concours que le public et le jury sont unanimes. Mais comment gagner mieux que cette façon-là, en fait? Et tout le jury nous connaissait, ils avaient déjà fait des critiques sur nous. Enfin, on était devenus déjà à ce moment-là Et c'est pas, incontournables. et c'est parce que vous avez tout changé, vous avez tout remis en question, ou simplement parce qu'il y avait justement un storytelling qui était connu Parce de tous, il y avait une Bah histoire parce qui qu'en était fait, on avait fait partagée. nos preuves du coup, ça faisait 1 an et demi, et qu'on avait su montrer en fait que notre concept n'était pas juste un concept éphémère, qu'aujourd'hui il était validé, survalidé, et qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas faire sans, et que passer aujourd'hui à travers nous voudrait dire qu'en fait, soit il y a un problème avec ce genre de cuisine, ou soit vous êtes
pas incompétent, mais enfin, je m'arrêtais sur un problème. Il y a un souci, ouais. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui m'a rassuré, c'est que non seulement il était validé, mais il était validé de la meilleure des façons. Et pourtant, j'en avais fait beaucoup moins que le premier jour où on était venu. Mais c'est là où j'ai compris qu'aussi, en France, quand tu n'es personne, tu ne peux pas tout changer du jour au lendemain. Il faut du temps pour que les gens acceptent et comprennent que tu fais partie du paysage et qu'on doit compter sur toi. Donc voilà comment ça s'est passé. Et là, c'était pour nous la plus belle des victoires parce qu'on en a souffert et qu'on a été la chercher. Et donc, c'est comme ça que vous lancez votre stratégie marketing en se disant, on veut être incontournable partout, que tout le monde nous connaisse. En tout cas, c'est comme ça qu'on s'est dit, en fait, si on veut arriver à être accepté, en fait, il faut qu'on fasse parler de nous et qu'on montre qui on est et ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de faire, tous les ans, on avait une télé. Tous les ans, on a eu une télé qui est venue nous chercher, et pas forcément toujours pour les mêmes raisons. Et c'est ça qui était touchant. Il y avait vraiment le côté entrepreneurial, familial. Et ça, c'est un truc qui est important pour moi parce que c'est bien de mettre en avant son concept, mais c'est bien que les gens reconnaissent qu'il y a un travail qui est fait derrière ce concept-là. Donc nous, aujourd'hui, dans tous les posts qu'on faisait, c'était Entrepreneur Life. C'était devenu en fait notre marque pour dire aux gens, vous allez vivre notre vie d'entrepreneur et on va vous l'expliquer au quotidien. Et ça a été vraiment quelque chose qui nous a permis d'évoluer grâce au soutien sur les réseaux sociaux de la communauté. Mais énorme. Juste parler d'un concours, qui est un concours Deliveroo. C'est juste avant le Covid, où là, c'est un concours national. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ils demandent de sélectionner le concept. Et le concept gagnait, je crois, l'équivalent de 20 000 euros en travaux. Okay. Mais ce concours, on l'a explosé, alors qu'il y avait des grandes enseignes qui avaient candidaté, mais eux-mêmes on nous dit, mais on n'a pas compris. Alors, explique-moi, moi je veux comprendre deux choses. C'est comment tu fais ce choix de te mettre dans des situations finalement de compétition. Pourquoi ce choix plutôt? En fait, c'est cette envie d'être reconnu en fait à travers ses pairs. Aujourd'hui, on a souvent catalogué, oui, mais vous marchez bien parce que vous avez une communauté noire. Vous voyez, ça c'est le truc qu'on nous renvoie systématiquement. Okay. En gros, si vous marchez, c'est parce que vous parlez au noir en fait. Et donc vous avez une communauté derrière vous. Donc en gros, vous n'avez pas forcément la place ailleurs qu'au sein de votre communauté. Donc tu es obligé d'essayer de casser ces préjugés qui te ramènent au fait qu'en fait tu n'existes pas autre que dans une simple communauté, que tu as une niche et que vous êtes aujourd'hui juste un concept de niche. Si aujourd'hui, par exemple, on a ouvert un point de vente à la Villette, un corner, mais je te mets au défi de me trouver un centre commercial où tu as des concepts afro implantés. En fait, c'est tellement compliqué de rentrer dans ce genre de choses qu'aujourd'hui, si nous on était là-dedans, c'est uniquement pour ouvrir des portes et casser des préjugés. Quand on a démarré là-bas, on avait l'un des plus petits kiosques et on a fait des scores, mais même on dit, mais attendez, c'est impressionnant. C'est bon, parce que c'est bon aussi. Aussi, je ne verrai jamais. On a eu M6 qui est venu sur là faire un reportage et ils avaient ciblé 2 kiosques et ils commençaient à travailler sur le kiosque. Et l'après-midi, c'était calme, il n'y avait plus rien. Et le seul kiosque qui avait du monde, c'est le nôtre. Et ils ont dit, écoutez, on peut vous intégrer au reportage. Et au final, le reportage était quasiment que sans nous. Ils ont dit, voici les papes de la street food à Paris. Comment te dire, quand M6 te met tout en haut dans les étoiles, bon, faut savoir redescendre, mais se dire que il faut ce genre de choses, aller chercher, sortir de sa zone de confort, aller dans des endroits où clairement tout le monde va aller dans le 18e, dans des quartiers un peu réservés à une communauté où on sait qu'on va marcher. Ouais. Donc là, on va dans le 10e, on va après du quai de Valmy, quai de Saint-Martin. L'idée, c'est de dire qu'on va toujours essayer d'aller dans les endroits où on ne nous attend pas. Vous êtes à Monoprix aussi. Et ça, c'est un truc qui nous est arrivé, mais Monoprix est venu nous chercher. Et c'est surtout ça, on me demande souvent, comment tu as fait ci ou ça? Ils sont venus nous chercher. Monoprix est venu, ils ne cherchaient pas un concept afro, ils cherchaient un concept de street food de qualité. Donc c'est ça leur trame. On veut mettre de la street food, on vous a repéré, ils sont venus manger, ils ont dit, oh, super, on veut telle ambiance. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que ce n'était pas une notion de cuisine noire ou parce qu'on va mettre l'exotisme. Non, c'est qu'on on était reconnus comme un concept de street food de qualité. Et ça, je dis à mon frère, tu vois, tout ce qu'on a fait comme sacrifice, c'est pour être reconnu dans ce genre de choses. Et ça, c'est un truc, on a eu des parutions à l'étranger. Là, cet été, on a fait un reportage de 25 minutes pour une télé japonaise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Japon débarque à Paris,
ils font un reportage sur la New Soul Food. Je l'ai même pas encore publié. Je sais même pas comment le mettre, ce reportage. Ça fait 3 mois que je l'ai. Ok. Je sais pas. En fait, parce que le problème, c'est qu'il est tellement long. Je dis, bon, j'essaie de le traduire, mais j'essaie de mettre une partie, mais je dis, je peux pas ne pas mettre juste cette partie-là parce que tout le reportage est magnifique. Quand il parle de nous, il parle en fait d'un concept parisien, d'accord, un concept qui a une histoire, qui veut mettre en avant une richesse de sa culture d'Afrique, des Caraïbes. Enfin, tout ce qu'ils disent est tellement magnifique que je dis en fait, Faut que tu nous le mettes en mais ligne. Hein. je sais même pas, non mais sincèrement, je dis ça. Aujourd'hui, tout le monde dit mais t'attends quoi pour le mettre? Je dis je sais pas. Et tellement, quelle partie je vais mettre? Parce que les gens clairement sur le réseau ils regardent 2 premières minutes en fait. Pas Et regardent jamais un reportage de 20 minutes. Ouais. Bon, je pense que je vais le mettre quoi qu'il arrive parce que ce reportage est vraiment super. Nous, on est une audience qui regarde le podcast du début à la fin. D'ailleurs, j'en profite pour leur dire de s'abonner, de laisser des commentaires, de cliquer et bien sûr de suivre le podcast jusqu'à la fin avec Rudy. Tu me tends la perche. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles ont été tes difficultés les plus grandes que tu as rencontrées dans le développement? Tu as parlé un peu du Covid, tu as parlé du coup de comment tu éduquais finalement tes clients. Est-ce que tu peux nous donner... Oui, je vais par étapes. Alors, le premier, bon, on a tous connu, c'est le financement, mais surtout par rapport au projet. Quand vous avez des banques qui disent c'est super, ce que votre projet est magnifique, mais on n'a pas de data sur la cuisine noire. En gros, limite, les banques, elles étaient frileuses parce que. Je ne veux pas dire frileuses, c'est carrément on n'a rien. Sur la restauration noire. Donc en fait, on est incapable de pouvoir se positionner. Donc moi, je dois faire appel à un courtier. Enfin bref, on est passé par tout un truc pour arriver à financer juste un food truck. Et là, je dis waouh. Donc ça va être aussi compliqué que ça tout le temps. Donc c'était vraiment pour nous un défi de se dire qu'en fait, peu importe qui tu es, parce que moi je suis là, j'ai fait telle maison, tel truc, ça va suffire. Non, rien à secouer. Ce qu'on veut, nous, c'est des garanties. Et votre cuisine n'en est pas une. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était le premier défi, c'est d'arriver à rassurer les banques qu'il y avait un vrai potentiel. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, vous avez une banque, vous pouvez citer quelques enseignes, New Soul Food, BNK, enfin d'autres. Pour eux, c'est devenu quelque chose de plus dans l'air du temps. Mais à l'époque, ça n'était pas. Première chose. Après, ça a été de se réinventer. Moi, je suis très à l'aise aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais les gens pensent que je suis né avec ça, mais rien à voir. Moi, j'avais même pas d'Instagram à l'époque, j'avais rien, mais j'avais cette envie de partager. Donc aujourd'hui, moi, je sortais d'Agenda. Pour moi, je vais faire appel à une agence va faire ci. Ils font un devis, tu dis OK. L'agence, on va arrêter, on n'a pas les moyens. Et là, tu t'aperçois qu'en fait, la réalité fait que en fait, tu dois tout faire toi-même. Ok. Parce que tu n'as pas les moyens tu as une vision, mais tu n'as pas les moyens de cette vision. Et ça, vous avez fait comment du coup? Du coup, j'ai dû apprendre à communiquer tout seul. J'ai eu 2 amis, dont une amie infographiste qui m'a énormément aidé sur la partie infographiste, parce qu'on peut pas tout inventer, et un ami qui touchait un peu à la vidéo, qui a commencé un peu là-dessus. Après, j'ai commencé moi à prendre le relais avec le téléphone, mais à l'époque, il n'y avait pas le Instagram d'aujourd'hui où on fait des stories. C'était Snap, donc on a commencé sur Snap et c'était super. Après, quand Instagram a volé ou copier la story de Snap. Là, c'est parti parce que là, du coup, on pouvait vraiment être autonome et arriver à toucher une plus grosse clientèle. Donc, c'était ces 2 points, sortir de sa zone de confort de la cuisine et devenir des entrepreneurs. Okay. Ça, c'est un truc. Je sais pas s'il y a une école d'ailleurs d'entrepreneurs, mais en tout cas aujourd'hui, je crois qu'il y a des diplômes, mais bon, je sais pas si ça s'apprend à l'école. En tout cas, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses que je pense qu'il faut faire, et c'est en faisant qu'on apprend. Et on n'est pas dans quelque chose où ça peut se transmettre dans des bouquins. Oui, peut-être lire un tableau de compte de résultats ou faire ses comptes ou faire de la communication. Et encore, moi, je pense que être entrepreneur, c'est en faisant qu'on apprend. En tout cas, c'est en tout cas, nous, on a appris comme ça et surtout, on a fait énormément de sacrifices. Tout simple, moi, je travaillais encore quand j'ai ouvert le food truck. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais cadre, donc je travaillais le matin. Le midi, je disais que j'allais manger dehors. On travaillait le matin avec le food truck. On faisait le service du midi. Je revenais au travail et j'enchaînais comme ça. Donc, j'ai dû travailler 2 fois plus parce que j'avais mon boulot
et le camion. Le camion, on sortait entre guillemets le week-end et en événement, et je continue à travailler. Et je n'avais pas le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne s'est pas payé pendant plus de 2 ans et demi. Donc, quand tu dois lancer un concept. Alors répète ça. Vous n'êtes pas payé. Ah, j'ai du mal. Vous n'êtes pas payé pendant 2 ans. 2 ans et demi minimum. Et ça, c'était prévu dans notre organisation de se dire bon voilà, si on lance ce projet-là, c'est pas ce projet-là qui doit nous faire vivre. Ok. Pendant tant de temps, tout ce qu'on gagne, on le réinvestit. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on gagnait, c'était pour aujourd'hui, si on veut être validé par les gens, on va mettre un t-shirt New Soul Food. Donc on va faire des t-shirts. Mais Ok. qui a besoin de faire ça? Parce que nous, on sait qu'on doit en faire plus. Donc si tu veux avoir cette allure professionnelle, ça passe déjà par une tenue. Donc quand tu viens à un forum, on va tous, ils ont leur t-shirt, enfin, et que nous, on est là équipés avec des tabliers brodés, les gars ils disent oh les gars, vous avez une chaîne? Non, on n'a pas une chaîne, mais voilà, tout passait par ça. Donc pour moi, ce que tu parlais en marketing, c'était avoir l'allure la plus professionnelle dès le départ et être impeccable. Aujourd'hui, je crois qu'on est le seul food truck qui a des jantes. Dès le départ, j'ai fait un food truck, non, on va mettre des jantes. Mais mon frère dit pourquoi? Non, t'as pas compris. On doit avoir un food truck qui doit ressembler à aucun autre et qui doit démontrer justement. Alors, je me rappelle, dès le premier mois, on avait une parution, plus beau food truck de Paris, d'un petit magazine qu'ils avaient vu dans la rue. Et je dis, tu vois, Joël, c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'on doit en mettre toujours plus dans ce qu'on va faire. Aujourd'hui, vous en êtes où? Je sais qu'il y a un restaurant. Tu as parlé du Boom Boom Villette, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça, c'est notre dernière ouverture. Dernière ouverture. Donc, le food truck. Tu parles aussi de Monoprix. Donc, comment aujourd'hui, on est à un stade où on est en train de faire le tour de la boucle. C'est-à-dire qu'on a fait nos 10 ans. Et sincèrement, j'avais dit à mon frère, au bout de 10 ans, il faut qu'il se passe quelque chose. Soit on arrête, soit enfin peu importe, mais 10 ans, on ne peut pas rester indéfiniment dans ce qu'on fait et comme on le fait, parce que du coup, c'est très très épuisant et ça demande trop de sacrifices au quotidien pour maintenir cette rigueur. Ça fait 2 mois, on a un peu baissé sur la communication parce que on était trop impliqués et on essaie de déléguer. Donc c'est pas la même chose, donc ça ne plaît pas forcément, mais c'est important de tester autre chose. Donc là, au moment où je te parle, on est en train de lancer notre second food truck parce qu'on voulait repartir à l'essentiel, à la base. Si c'est notre dernière année sur les 10 ans, on veut que ça soit un pur kiff. Donc là, on lance un autre food truck avec quelques modifications et quelques nouveautés. Et le développement dans toute la France. Justement, et la deuxième chose sur laquelle on doit finir d'échanger, c'est est-ce qu'on va aller sur de la franchise ou pas. Donc ça, c'était les 10 ans devaient nous permettre de dire est-ce qu'on appuie sur le bouton. Donc là, c'est vraiment on entame cette 10e année, et à la fin de cette 10e année, on doit avoir pris une décision. Mais sur cette dernière année, on s'est dit allez, comme tous les ans, théoriquement, on ouvre un projet. Là, c'est l'ouverture d'un autre food truck avec 2-3 choses qu'on veut absolument ajouter. Ok, d'accord, génial. Combien de salariés aujourd'hui? Combien de CA vous faites? Alors là, c'est un truc que j'entends souvent, qui revient, qui est vraiment pas tabou, mais que souvent, quand on parle de CA, et c'est là où ça me dérange, c'est qu'on parle jamais de combien il nous reste sur le CA. Oui. Parce que là, justement, ça devient un peu plus tabou. Voilà, c'est pour ça qu'en fait. Le CA, on sait derrière, il y a les charges. Oui, c'est pour ça qu'en fait, jamais. Je vois souvent les gens, quand tu passes le million, oui, on a fait le million, mais je dis, mais si tu vous parlais de chiffres, donnez les chiffres que les gens comprennent à quoi ça correspond. C'est pour ça que nous, on parle pas forcément de chiffres, bon, même si on a dépassé le million et qu'on est content, c'était un objectif, mais. Je veux pas que les gens s'arrêtent sur un CA parce que c'est pas le CA pour moi qui définit en fait la réussite, c'est plutôt ce que tu arrives à avoir à la fin de ce fameux CA. Ouais. Donc aujourd'hui, nous en termes de salariés, on a une vingtaine de salariés et on est assez content, mais on s'aperçoit que plus on en a et plus ça devient compliqué. Parce qu'en fait, les charges, quand on a commencé à 2 avec mon frère, on était du roi du pétrole, totalement. Et en fait, du coup, ça pèse lourd. Alors c'est pour ça qu'en fait, au bout de 10 ans, on dit là, il faut qu'on s'assoie et qu'on voit ce qu'on fait, parce que du coup, les choses évoluent, elles changent, et pour nous, c'est important de garder en fait vraiment l'ADN qui était ce qui était à la base, c'est se faire plaisir tout en maîtrisant tous les aspects du concept. Et là, on délègue énormément. C'est super, mais sauf que les gens ne comprennent pas que quand quelqu'un débute et qui est formé, on doit être indulgent, et ça, c'est un truc qui est dur à accepter. Tu parles justement de formation,
d'indulgence. Comment tu recrutes, je sais pas comment on dit, les New Soul Food Brother, New Soul Brother. New Soul Brother. Et bah, en fait, là, justement, on est en train de. Au moment où normalement, on devrait finir, au moment où tu vas poster, j'espère. Ouais. On fait une formation, là, en train de faire une formation New Soul Ok. Food, parce qu'en fait, on s'aperçoit que 99,9% des gens qui postulent sont noirs, ce qui est d'un côté pas un problème, mais en fait, on s'aperçoit qu'ils manquent tous de formation et qu'aujourd'hui, bah, c'est étrange parce que ça paraît logique quand on parle d'un restaurant asiatique, de voir que les asiatiques, c'est logique, mais en fait, aujourd'hui, ça a évolué et en fait, on est là, nous. En fait, on a un côté qui part tellement voilà, du pays et autres que je pense que quand on met une annonce, en fait, si on n'est pas noir, on ne se sent pas concerné, en fait. Parce que je crois que ça peut faire peur, ou en tout cas, nous, on dit C'est souvent... la représentation que Bah, les gens se font. Les gens se font une représentation en se disant c'est pas une cuisine pour moi, c'est pas peut-être un milieu c'est pour même, moi. pour des personnes, ça peut même être, pas dégradant, mais important d'avoir régressé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai fait un diplôme de cuisine française, machin, patati patata, et une annonce de chef de parti, mais cuisine afro. Non, mais attends, moi je veux quelque chose de plus. Ouais, j'en veux pas à ces gens-là parce que je peux l'entendre et le comprendre. Quand on connaît pas, on a des a priori. Mais aujourd'hui, c'est là où c'est plus compliqué pour nous. C'est que ça nous limite sur certaines choses, sur le développement, parce qu'en fait, on s'aperçoit que, bah, en fait, on passe beaucoup de temps sur la formation et les gens partent vraiment de très bas. Et c'est là où on s'aperçoit que même les talents qu'on a dans la communauté, elles se retrouvent dans des restaurants en fait qui n'ont rien à voir avec la cuisine afro et je comprends que pour eux quand on a fait tout ça bah, c'est difficile de se dire bah, tiens j'allais travailler dans un restaurant afro parce que c'est pas valorisant pour certains et moi je sais que je suis passé par là j'ai pas honte de dire que quand j'étais dans la restauration français je m'avais parlé de travailler dans un restaurant afro j'aurais dit mais pourquoi en fait tu Bien vois, sûr, bien sûr. mais à mon époque il n'y avait rien aussi Ouais, c'est ça. C'était pas. donc voilà, Ça n'existait pas. aujourd'hui on en est là et c'est un constat où on se dit bah quand on a fait la street food c'était parce que justement on voulait être sûr de pouvoir arriver à former les gens assez rapidement et que si on avait fait un style de cuisine beaucoup plus hype ça a été très compliqué Ok. d'arriver à former les gens. Dis-moi, quelle est dans ce parcours-là ta plus grande fierté, votre plus grande fierté à toi et tes frères? Alors, il y en a plusieurs. Il faut choisir. Alors choisis-en non, deux, trois oui. si tu veux. Après, fierté, déjà, c'est d'avoir réussi un truc que je dis rarement, c'est que quand on demande pourquoi, l'une des vraies raisons pourquoi j'ai continué de se foot, c'est qu'en fait, nous, à la base, on a un an d'écart. Donc on est très proches quand on était petit. Sauf qu'avec le temps, bah, chacun part de son côté et qu'on se voit pour les fêtes, mais on ne se voit plus. Et moi, j'avais besoin de retrouver mes frères. Et que ma fierté, c'est d'avoir pu C'est beau, exaucer ça. le rêve de ma mère, de travailler en famille et surtout d'être beaucoup plus proche de mes frères que j'aurais pu l'être auparavant. Mes frères, j'ai des retrouvés grâce à une seule chose en fait. Aujourd'hui, Ok. peu importe s'il est marié, pas marié, tu peux pas m'enlever mon frère. L'argent, c'est nous qui le faisons en famille. En famille. Et ça, c'est un truc qui est ma plus grande fierté, c'est de pouvoir. Je connais des gens qui ont travaillé ou essayé de travailler entre frères et aujourd'hui, ils se parlent même plus. Bah, nous, aujourd'hui, chacun est à sa place et on arrive à s'entendre et ça, c'est juste extraordinaire. Ceux qui ont des frères et sœurs me comprennent. Hein. On peut pas travailler forcément en famille avec n'importe quel membre. Il faut qu'il y ait des affinités ou en tout cas des complémentarités. Et c'est le cas chez nous. Donc ça, c'est vraiment ma plus grande fierté parce que je sais que ma mère, elle est fière. Ma mère, je dis même pas quand je passe à la télé en fait. Ma mère, ça c'est. Par contre, savoir que je travaille avec mon frère, ça c'est un truc pour elle qui n'a pas de. Qui a pas de prix en fait. Ok. Donc ça c'est vraiment, je pense, par-dessus tout, c'est ça. D'avoir inspiré beaucoup de gens, on a énormément de gens qui nous envoient des messages au-delà de la France. Bravo, merci pour ce que vous faites. Grâce à vous, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Enfin, se dire que pour certains, on peut être un exemple et que du coup, on est une référence qui leur a permis de franchir le pas. Waouh! Je veux dire qu'aujourd'hui, ça, c'est un truc qu'on souhaite secrètement, mais en fait, quand ça arrive, tu t'aperçois que finalement, ce que tu as fait, ce n'est pas juste du business. Moi, j'ai écrit un livre chez Marabout sur la cuisine afro, Ok. et eux sont venus nous chercher parce qu'ils n'avaient jamais fait aucun livre sur la cuisine afro, et j'ai su leur imposer le fait de dire non. Je ne veux pas cuisiner un livre africain. Je La veux un maison livre d'édition s'appelait Marabout. Marabout. Ils ont jamais écrit T'as vu de livres Ouais. sur la cuisine africaine. Aucune. C'est- Mais en tout cas, Paradoxe. avoir imposé le fait de faire un livre sur la cuisine afro pour mélanger cuisine des Caraïbes et d'Afrique,
ça, ouais, c'était important pour moi que tout reste en fait dans ce qu'on fait et dans ce qu'on représente. Et pour beaucoup, on représente ce pont entre l'Afrique et les Caraïbes. Je peux te Bravo, ouais. garantir que j'ai Ouais. des amis pro-anti, africains, ceci, Mm. là. Et dire ça, en fait, on peut Mm. dire ce qu'on veut, mais Du coup, je sais pas si tu te rappelles, il y avait un morceau de notre génération où il y avait Doc Gineco et Pete Bacardi. ouais, Et ils avaient une phrase, ils disaient Africanti, il n'y avait pas de différence. ouais. Et du coup, je me rappelle quand ils avaient fait ce son-là, bah, du coup, pareil, hein, des potes africains, subsahariens et des potes antillais, on aimait bien chamailler. Et ce son-là, il nous avait permis de nous unir, Ah tu non, mais vois, c'est nous des unir, choses parce que effectivement, on partage tellement de choses, on a tellement de points de finalement de ressemblance plus que de points de différence que c'est mais non, mais, intéressant. Et donc, quand tu réunis les gens avec la nourriture, c'est génial. mais surtout une chose, et ça vraiment, je t'en prie, dis-moi sincèrement, des restaurants africains ou Mm. entiers, mais je peux te garantir qu'un restaurant entier, tu vas avoir 80% de gens entiers, africains 80%, et c'est rarissime, pour pas dire, ça n'existe pas d'avoir des mixités comme ça Mm. dans ce genre de restaurant. Bah, chez nous, en fait, c'est ça. C'est que soit africain entier, tu te sens dans ton Mm. restaurant. Mm. Et ça, c'est la plus belle des victoires. Aujourd'hui, Bravo. on n'a pas compris que quand nous, on a beaucoup de clientèle américaine qui vient, et elle se reconnaît dans notre concept afropéen, parce que eux, quand ils viennent en France, ils disent où est-ce que les Noirs de France mangent. Ils disent pas où est-ce que le Congolais mange ou le. Non, pour eux, Mm. on est. Ouais, mais on est qu'un, Voilà. bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est l'une des choses qui m'a poussé à créer le nom New Soul Food. Parce qu'en fait, je dis, ouais, la soul food, elle vient d'Afrique, elle part aux États-Unis, elle a migré avec la Louisiane. Enfin, et du coup, c'est une cuisine qui représente les Noirs d'Amérique. Et j'avais envie de créer cette cuisine qui représentait les Noirs de France de manière générale. Ok. Et quand on a fait des parutions presse pour le Washington Post, enfin, on a fait des. Mais parce qu'en fait, pour eux, ce qu'on représente est à l'image de la vision qu'ils ont des Noirs de France, d'Europe, en fait. Ok. Et c'est là où en fait, on parle de marketing, mais pour moi, le marketing a du sens quand il vous emmène à un produit ou à quelque chose en cohérence. Et que du coup, les gens sont à la demande de ça, en fait. Et les gens n'ont pas compris que, au-delà du concept, rester authentique, enfin, on a tous quelque chose en nous à mettre en avant, à partager. Mais en fait, on va souvent chercher des choses À droite, d'autres à gauche. personnes. Alors qu'en fait, je me réveille les matins, j'ai une nouvelle idée tous les matins en fait. Et Bien je me dis, sûr, en fait, bien sûr. si j'avais juste Les l'entourage, ah ouais, mais laisse tomber, moi. Laisse Alors, tomber, dis-moi quelque chose autour de. Dis-moi quelques mots autour de euh, votre communauté, comment elle te le rend, comment elle te. Parce que du coup, t'en parles un petit peu dans ce que tu nous expliques. Ah, on a, franchement, je ne serai jamais assez reconnaissant par rapport à toutes ces choses qu'on a reçues, jusqu'à de la maman qui m'a envoyé, qui m'a donné. Alors, je sais pas si tu connais ce volume-là aux Antilles, tout le monde là. C'est les encyclopédies de toutes les recettes aux Antilles. Moi, j'avais un que mon oncle m'avait donné, mais il ne veut pas me donner toute la collection. Une dame, elle vient un jour, elle fait tenez, vous en avez plus besoin que ma fille, et vous en ferez bon usage. Je dis waouh, je dis mais toi, ce côté transmission, vous voyez, ce genre de choses que tu gardes pour tes enfants. Ok. Là, cette dame, elle vient, elle me le donne comme si j'étais son fils, en fait. Vous voyez, j'ai droit enfin, à tellement de moments, on m'a donné l'impression d'être le parent, le fils, le cousin, le frère Ok. d'une personne. Et quand tu as des gens qui viennent avec cet état d'esprit et qui te le rendent, c'est à cause de ça qu'on est là encore 10 ans après. Hein. Alors, écoute, je t'interromps parce qu'on arrive sur la fin, mais j'ai une petite question et après on termine sur ça. Conseil d'entrepreneur que tu peux laisser du coup à notre audience. Qu'est-ce que tu peux leur laisser avec tout ce parcours-là Est-ce que, je sais pas moi, tu as peut-être un bouquin, peut-être une musique qui t'écoute, que tu écoutes régulièrement, un film qui t'inspire, ou peut-être un dicton. Je vais m'arrêter sur le dicton que tu as dit. Hein. Mais au-delà de ça, pour mais un peu général, moi, je vais plutôt donner des conseils que je devrais appliquer et je n'applique pas forcément. Vas-y, Je suis plus aujourd'hui, il y a une grosse tendance des influenceurs et autres. Moi, je reste dans mon idée un peu archaïque. Non, on est notre propre influence. On va pas aller payer 10 000 choses pour créer du contenu. Et voilà, c'est des choses qui viennent aujourd'hui, qui deviennent indispensables. Voilà, il y a des choses que tu dois faire malgré tes principes parce que ça fait partie
des choses, de l'évolution de la vie depuis qu'il y a eu le Covid, il y a des choses qui ont changé. Moi, je reste Et tu un penses peu... à quoi particulièrement Bah là, non, du mais coup beaucoup de gens font appel à de l'influence. Dans la restauration, c'est hyper... D'accord. Enfin, C'est à la mode. Ok. c'est à la mode, mais ça a un vrai impact. Je veux dire, voilà, bon, moi j'ai du mal à impacter ça parce que j'aime ce côté de dire, tiens, s'il dit que c'est bon, c'est pas parce que je l'ai payé, ou parce que c'est parce que, en fait... Donc, ton conseil, c'est de non, dire c'est- que malgré qu'il y a des entrepreneurs qui ont des principes et des valeurs, d'y aller quand même parce que c'est important. non, en fait, je veux dire, c'est que de pas s'arrêter Ok. à son idée de base. C'est de savoir évoluer avec son temps. Parce que de 10 ans, je peux te dire qu'il y a des choses qui ont évolué et dire que nous, on reste bloqué sur certaines choses et j'assume aujourd'hui tant que je peux payer mes factures. Mais l'idée, c'est de s'ouvrir beaucoup plus. Donc, Ok. ça, c'est Parfait. une chose. Musique, film. Alors, on dit souvent un prix qu'on a gagné notre restaurant. Et je suis content parce que la journaliste a sorti une phrase que je lui avais dit comme ça. Et waouh, quand elle a sorti au micro devant tout le monde, j'ai envie de me lever et dire oui, c'est comme ça qu'on pense. Nous, on est des Bamileke, une ethnie du Cameroun. On est connu pour être entre guillemets les Juifs d'Afrique. D'accord. On est dans le business, dans le commerce. Donc, on est Bamileke, tu peux Ok. pas tester. C'est ça. Et je lui Et donc, disais, ça, c'est ton dicton? non, non. Et donc, je lui disais, lorsqu'il y a une tempête, en fait, là où tout le monde va construire des abris, nous, on construit des puits. Tu vois. Donc, toi, pendant que tu veux te protéger, nous, on est là, on construit des puits parce qu'on veut toujours aller de l'avant. C'est-à-dire que même dans des moments difficiles, Vous trouvez des d'accord, solutions. on cherche des solutions qui vont nous permettre de fructifier la situation, en fait. Ok. On n'est pas là à s'apitoyer, entre guillemets. On est là plutôt à positiver. Donc, même dans les mauvais moments, en fait, il y a toujours un élément positif. Ok. Et nous, on s'accroche à l'élément positif. Le reste, ok, on peut rien y faire, donc ça n'a rien de... Mais on reste sur le côté positif. Et c'est là où, quand on a perdu notre concours, on s'est dit, non, mais le truc positif, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va aller leur démontrer, et du coup, on va travailler plus, et ça nous a permis, avec le recul, de se dire, mais en fait, grâce à cette défaite, en fait, on est sorti plus fort. Donc, Ok. j'ai du mal à me rappeler des mauvais souvenirs, parce qu'en fait, tout ce qui était, entre guillemets, mauvais, je garde... Tu l'as transformé en positif. enfin, je garde ce que ça m'a apporté de positif. Ok, Voilà. bah, merci beaucoup. Merci d'être venu, Merci Rudy. à toi, désolé. Franchement, non. Il y a tellement de choses à dire que je sais même plus si j'ai dit tout ce que je voulais dire, mais tant mieux. Plein de choses. Et Ah, franchement, voilà. tu reverras ce podcast parce que c'est une masterclass. Merci beaucoup. Moi, juste un dernier message pour dire à tous les gens qui nous suivent de continuer à s'abonner, à partager, à liker, à laisser des commentaires. Et j'espère que vous avez apprécié cet épisode de Vrai Reconnaît Vrai.